Tokimeki. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais, je devais pas poster de vidéo ce mois-ci, mais je pouvais pas vous laisser terminer l'année comme ça, il fallait que je vous sorte une dernière petite vidéo quand même. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler des erreurs à ne pas commettre quand on apprend le japonais, notamment en autodidacte. Je pense que vous êtes très nombreux à vous être donné comme objectif d'apprendre le japonais l'année prochaine, donc j'espère que la vidéo pourra aider les débutants qui veulent se lancer, mais également ceux qui veulent revoir un petit peu leur méthode de travail. Et comme je suis de très bonne humeur, que c'est la dernière vidéo de l'année et qu'en plus c'est Noël, je vous ai préparé une petite surprise. Pour la première fois, depuis 2017, j'ai accepté un partenariat. Mais pas n'importe lequel, puisqu'aujourd'hui, l'un d'entre vous pourra remporter 100 € de manuel de japonais sélectionné par mes soins grâce à Zen Market. Zen Market, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un service de proxy, c'est-à-dire un service qui commande pour vous des articles au Japon et qui vous les renvoie chez vous en France. Ça fait 7 ans que j'utilise des services de proxy, parce que bon, les goodies d'Idol, ça s'achète pas tout seul, et c'est pour moi la meilleure manière de se procurer ce qu'on veut du Japon. Il vous suffit de créer un compte pour commander n'importe où. Imaginons que je repère un petit poster d'Aili sur du coup Yahoo Auction, qui est un site qui est équivalent à eBay, donc où vous pouvez faire des enchères mais également acheter des choses directement. Je claque le lien dans Zen Market, il me donne toutes les infos en français et il me permet soit d'enchérir du coup, soit d'acheter le produit directement. Et ça marche pour des centaines d'autres boutiques. Vous avez des boutiques de vêtements comme Jiyu par exemple ou même Zozo que je vous avais recommandé dans ma vidéo sur le shopping au Japon. Vous avez évidemment des sites pour les otaku, vous avez des sites de musique où vous pouvez acheter les CD, ce qui vous permet d'avoir les bonus de précommande, très important. Dès que vous avez ajouté l'article à votre panier ou vous avez gagné une enchère, il vous suffit d'attendre la confirmation de commande. Vous allez du coup recevoir un devis détaillé de Zen Market. Vous payez vos articles, ils acceptent la CB, PayPal, les virements et aussi la crypto-monnaie. Et quand votre article ou vos articles sont arrivés à l'entrepôt de Zen Market, il vous suffit de renseigner vos informations, etc. concernant vos préférences d'envoi. Si jamais vous avez d'autres achats à effectuer ou vous savez que quelque chose va sortir dans pas longtemps et ça vous embête d'envoyer le colis directement, sachez que Zen Market garde pendant 45 jours vos articles. Si je vous hype à fond sur Zen Market, c'est parce que de mon expérience, je sais que c'est le service le moins cher puisqu'il facture 300 yens seulement, soit environ 2,50 € par article. C'est-à-dire que si vous achetez plusieurs fois le même article, il ne vous facture dans tous les cas que 300 yens. La plupart des proxys, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous font payer vos articles, un frais de service et ensuite ils vous collent une deuxième commission avec les frais de port. Donc parfois vous vous retrouvez avec des frais de port qui sont 3 fois plus chers que les articles que vous avez achetés. C'est pas du tout le cas chez Zen Market qui, en plus de ne pas facturer du coup la préparation de votre colis, offre l'assurance avec la plupart des envois. Donc si tu veux pas être le relou de service qui contacte ses potes japonais sur Line uniquement pour leur demander de t'envoyer quelque chose en France, je te conseille d'utiliser Zen Market. En plus ils sont très gentils et ils ont un support français. Je vous mets en barre de description un lien pour vous créer un petit compte et surtout la liste des services que propose Zen Market. Et aujourd'hui du coup grâce à eux je peux faire gagner à l'un d'entre vous certains de mes manuels de japonais préférés. Vous avez du coup un livre pour apprendre les hiragana, un autre pour les katakana, Ryugakusei no tame no kyokasho qui vous permet d'apprendre vos 300 premiers kanji avec des exercices et des mots de vocabulaire en contexte. Speedmaster avec un petit CD pour la compréhension orale. Hajimete no Nihongo Noryoku Shiken Tango pour apprendre des mots de vocabulaire. Jitsuryoku Up pour réviser du coup la grammaire et la compréhension écrite. Nihongo So Matome pour réviser tout ça après que vous ayez tout appris. Et enfin Mira-san qui est du coup un roman que vous pouvez lire même en étant débutant puisqu'il y a tous les furigana, donc les aides pour la lecture de kanji. C'est pas mal, non? Pour participer au concours, c'est tout simple, il vous suffit en commentaire d'écrire KAPPA, K-A-2-P-A, et je sélectionnerai du coup un gagnant le 1er janvier par tirage au sort. Faites attention à vos notifications YouTube ce jour-là parce que du coup je répondrai à votre commentaire. C'est bon, vous êtes bien installés? C'est parti! L'erreur que font beaucoup d'apprenants, c'est de carrément zapper un registre de langue. C'est-à-dire qu'ils choisissent du coup de parler soit un japonais vraiment très familier et ils zappent totalement la forme polie en masu, ou au contraire, comme ils ne connaissent pas ou n'ont pas appris de japonais plus neutre, en fait parlent tout le temps de façon super rigide. Si la plupart des manuels vous font apprendre la forme masu en premier, du coup c'est pas parce qu'elle est inutile et du coup il faut l'apprendre pour passer vite au reste, c'est parce que c'est la plus simple à apprendre et en plus c'est celle que vous allez utiliser le plus souvent. À moins que vous ne soyez avec des potes du coup que vous
connaissez depuis longtemps, que vous ayez rencontré des gens bien rigolos dans un izakaya ou que vous devez écrire une dissertation, vous utiliserez majoritairement la forme polie, donc la forme masse. Beaucoup de formes grammaticales découlent de cette forme en masse et surtout elle vous permet de ne pas froisser votre interlocuteur au Japon. Si vous allez au Japon, il vaut mieux utiliser une forme qui vous permettra de demander les choses de façon polie plutôt que d'utiliser des formes neutres, voire super approximatives parce que très familières et qui sont pas très appropriées dans certains contextes. A l'inverse, du coup, si vous maîtrisez déjà sur le bout des doigts la forme en masse, n'hésitez pas à diversifier un petit peu les ressources. Maîtriser un japonais un peu plus neutre, ça vous permettra de créer plus de liens avec des gens de votre âge ou les gens que vous côtoyez beaucoup si vous êtes en échange ou en PVT par exemple. Ça évitera de moins parler comme un dictionnaire. Autre erreur, du coup, c'est justement de zapper les bases. Beaucoup de personnes veulent aller trop vite dans leur apprentissage et en oublient de maîtriser les fondamentaux. Pour bien parler japonais, vous avez beaucoup plus besoin de la grammaire de débutant que vous ne le pensez. Je ferai une autre vidéo sur le sujet, mais la plupart des tournures de phrases que vous allez rencontrer, du coup, dans des ressources en japonais, les livres, les films, etc., se basent sur la grammaire de débutant. Prenez le temps d'explorer la langue, de vous amuser avec elle, parce que sinon ça va vous jouer des tours plus tard. Ça sert à rien de se lancer dans l'apprentissage de la grammaire intermédiaire si vous savez toujours pas naturellement conjuguer vos adjectifs à l'oral par exemple. En plus de ça, à force d'aller trop vite, vous allez toujours vouloir chercher la performance et vous allez vous sentir en retard par rapport aux autres et c'est pas du tout ce qu'on recherche quand on apprend une langue. Se comparer aux autres, c'est aussi un point qui touche énormément de personnes durant l'apprentissage des langues, mais il faut arrêter tout ça. Tout le monde a un objectif et des passions différentes. En conséquence, certaines personnes auront des connaissances beaucoup plus spécifiques sur un sujet et du vocabulaire plus poussé, etc. et d'autres non. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça. En 2021, il faut arrêter de penser qu'apprendre une langue, c'est un concours. Je connais des termes juridiques que mon voisin n'a pas, mais lui, il connaît des termes historiques que moi j'ai pas. Est-ce que ça change ma vie ou la sienne? Pas du tout. Si vous êtes face à quelqu'un qui a constamment besoin d'étaler ses connaissances en japonais, alors c'est que cette personne a un énorme problème d'ego, donc vous zappez, vous passez à autre chose. Ça paraît plus simple à dire qu'à faire, mais vraiment le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est simplement de réfléchir au fait que quoi que vous apprenez, il y aura un japonais dans le monde qui le maîtrisera mieux que vous. À partir de là, si vous commencez à vous comparer à tous les étrangers qui apprennent le japonais, vous n'avez pas fini. Dans le même genre, avoir peur de faire des fautes. Je sais que beaucoup de personnes n'osent pas écrire, parler, partager en japonais parce qu'ils ont peur de faire des fautes ou de se faire juger par les autres qui ont un niveau un peu plus élevé. C'est vraiment dommage parce que les personnes que je connais qui avancent le plus dans leur apprentissage, c'est les personnes qui n'ont pas peur du coup d'utiliser ce qu'ils apprennent. Quand vous faites des fautes, vous vous plantez, d'accord, mais vous apprenez de cette erreur et du coup vous améliorez beaucoup plus vite. Moi-même, à l'heure actuelle, je fais beaucoup de fautes, ça arrive, il y a des fois où on oublie, parfois on maîtrise pas assez une notion et du coup forcément on fait des fautes dessus. Parfois sur le moment, à l'oral, vous n'avez pas le temps de réfléchir à une tournure de phrase qui est parfaite parce que la chose que vous devez faire c'est simplement transmettre votre idée à l'interlocuteur. Et c'est le plus important. Si vous voulez tweeter ou instagrammer en japonais, faites-le. Au début, vous allez réfléchir pendant 3 heures à votre phrase, mais vous verrez que ça deviendra beaucoup plus facile au fil du temps. N'hésitez pas à utiliser des plateformes comme Lang8, du coup, où des natifs corrigeront vos textes ou vos phrases et vous expliqueront où vous avez fait une faute. Ne faites pas l'erreur de ne pas corriger votre prononciation dès le début. Expirez vos H, c'est pas Nihongo, c'est Nihongo. Allongez vos voyelles. Oba-san et Oba-san, Yuki et Yuki, c'est pas du tout la même chose. C'est pas ou, c'est U. On prononce pas kudasai mais kudasai. Ça sert à rien d'apprendre l'accent tonique ou le pitch accent, surtout au début. Mais faites attention à votre prononciation dès le début, je vous jure que ça vous facilitera la tâche pour plus tard. Autre erreur, vouloir appliquer la logique de la grammaire française au japonais. C'est tout à fait normal au début puisque même si vous travaillez votre japonais, vous pensez encore en français. Mais vraiment, oubliez vos principes. J'ai beaucoup d'élèves débutants qui bloquent sur certaines notions en me disant oui mais en français, oui mais non. On n'est pas en français, on est en japonais. Ça n'a vraiment rien à voir, il faut pas essayer de comparer les deux ou même de transposer une langue dans l'autre. Non, ça va vous desservir plus qu'autre chose. N'oubliez pas que vous apprenez une nouvelle langue, essayez au maximum de réfléchir en japonais. Au début ça peut être vraiment très compliqué mais c'est à force de faire des phrases exemples etc que ça va devenir plus naturel. Vous n'arriverez pas à penser en japonais et à ce que le japonais devienne naturel pour vous si vous ne l'utilisez pas en fait tout simplement.
Alors, il y a 3 erreurs avec les kanji. Déjà, c'est de ne pas en lire dès le début. C'est pas de votre faute parce que la plupart des méthodes pour débutants se focalisent beaucoup sur les hiragana et les katakana. Mais dès que vous maîtrisez vos syllabaires, il faut absolument inclure les kanji. Vous allez vous habituer à la lecture beaucoup plus rapidement et surtout vous allez les mémoriser de façon beaucoup plus naturelle. Deuxième erreur, se focaliser sur l'écriture des kanji tout seul. Je vais me faire rouspéter, je sais, par certains apprenants pour vous dire ça, mais à moins que vous soyez vraiment fan de ça ou que vous soyez en licence de japonais qui vous oblige à apprendre des kanji et toute leur lecture, c'est vraiment une perte de temps de faire des lignes et des lignes de kanji. Déjà, apprendre les kanji solo à l'heure actuelle, pour moi, c'est une perte de temps, mais on va y revenir juste après. Il faut vraiment arrêter de croire que la méthode de copier ces kanji, c'est vraiment la meilleure. C'est pas du tout le cas, c'est juste que tout le monde y est habitué. Depuis très longtemps, on dit qu'il y a que ça qui marche. Donc tout le monde le fait, mais franchement, c'est tellement chiant. Je vois des gens passer des heures et des heures à faire des lignes de kanji et à refaire les mêmes le lendemain parce qu'ils s'en souviennent plus. Et au final, ça leur sert à rien parce qu'il n'y a pas de contexte en fait. Quand vous faites ça, vous ne travaillez pas votre vocabulaire. Encore une fois, sauf si vous aimez vraiment ça, il vaut mieux passer 30 minutes à apprendre 10 nouveaux mots de vocabulaire que 30 minutes à faire 5 lignes d'un même kanji. Surtout qu'à l'heure actuelle, on passe quand même beaucoup plus de temps à écrire sur le PC et le téléphone, donc on s'en fout en fait, hein, tu sais pas écrire ce kanji-là et ce kanji-là. Par contre, si tu sais pas lire ou dire ce mot benkyo, ça va être compliqué. C'est là qu'on arrive à la troisième erreur où je vais encore me faire rouspéter par certains, mais pour moi, apprendre les kanji tout seul, ça ne sert à rien. Je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais pour moi, il vaut mieux apprendre 50 nouveaux mots de vocabulaire pour pouvoir dire 50 nouvelles choses que 50 idéogrammes solo que oui, tu vas peut-être reconnaître dans certains mots, mais qui au final ne vont pas te servir à grand chose. Pourquoi? Parce que si tu te retrouves avec un mot composé d'autres kanji que tu ne connais pas, et ben ça va te servir à rien. Petit exemple, tu connais ce kanji là, tu sais qu'il se lit ka, ke ou ie. Demain tu tombes sur ce mot là. Ah merde, tu connais pas les deux autres. Bah, le fait de connaître toutes les lectures de ce kanji-là, ça va te servir à rien pour deviner le sens du mot. Au final, tu vas devoir aller chercher le mot dans un dictionnaire. Tu vas te dire, bah comme je les connais pas, il faut que j'apprenne ces deux autres kanji. Donc il va falloir que tu maîtrises du coup leur lecture. Et ensuite, tu vas repasser par tes petites lignes copier-coller de kanji solo. Tout ça, c'est vraiment une charge de travail pour pas grand-chose au final. Par contre, si tu avais rencontré ce mot-là dans un texte et que tu l'avais appris tel quel, tu aurais su directement que ce mot se lit kakezu et que ça veut dire arbre généalogique. Donc au final, ta lecture est beaucoup plus fluide. Et si t'avais appris tes kanji par des mots de vocabulaire, t'aurais forcément rencontré les deux autres kanji. Pourquoi? Puisqu'ils apparaissent dans des mots qui sont vraiment très utilisés comme kanke, la relation, ou tizu, la carte. Donc en apprenant les kanji par mot de vocabulaire, bah, tu t'enlèves une charge de travail inutile, ça va te faciliter ta lecture, tu sauras lire beaucoup plus de choses en japonais et tu sauras également le dire. Donc ça joue aussi sur l'oral. Il y a vraiment que des avantages à arrêter d'apprendre les kanji solo. Si vraiment vous tenez à écrire les kanji parce que ça vous aide à mémoriser, alors faites-le mais en écrivant les mots de vocabulaire. N'oubliez pas de faire une phrase exemple avec chaque nouveau mot que vous rencontrez sur lequel vous avez des difficultés. Si je dis ça, c'est parce que ça va rejoindre le point suivant. Plus que la mémorisation, concentrez-vous sur ce qu'on appelle l'output, c'est-à-dire être capable de ressortir, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, tout ce que vous avez emmagasiné. Est-ce que quand vous voulez exprimer douche en japonais, c'est shawa qui sort naturellement? Dans ce cas, ça veut dire que vous maîtrisez vraiment le mot, que vous le connaissez vraiment. Faites une phrase exemple, répétez le mot, écoutez-le. Quand vous rencontrez l'objet ou la situation, essayez de dire ce mot du coup en japonais. Ça paraît plus long, mais au final ça vous fait gagner du temps parce que vous perdez pas votre temps à revoir la même carte Anki pendant 1000 ans parce que cette carte là vous fait stagner, ce mot vous n'arrivez pas à l'apprendre. D'ailleurs, on va parler d'Anki. L'erreur que je vois le plus souvent, c'est celle de confondre méthode de travail et outil. Arrêtez de penser que Anki est une méthode d'apprentissage du vocabulaire ou de la grammaire. C'est un outil. Il fait partie de votre méthode de travail, mais c'est pas ça qui vous apprend le japonais. Ce qui vous fait progresser, c'est de rencontrer le mot, d'accord, dans un contexte, de le mettre vous-même dans votre appli avec une phrase exemple et de le réviser. Pareil, le kanji tokana, ça là. C'est un dictionnaire de kanji, c'est pas une méthode d'apprentissage de kanji. Chaque outil a ses avantages et ses inconvénients, mais le but d'un outil c'est de vous aider dans votre apprentissage, pas de faire l'apprentissage pour vous en fait. Anki par exemple, même si tout le monde le glorifie parce que ça aide quand même beaucoup de personnes, bah parfois il y en a pour qui c'est pas trop ça. En fait le problème c'est que ça vous fait penser de manière robotique et pas vraiment conceptuelle. Vous verrez qu'il y a plein de fois où vous aurez beau avoir révisé un certain mot des centaines de fois sur Anki, vous n'allez pas réussir à le ressortir ou à le lire si vous le rencontrez dans un contexte. C'est pareil pour les vidéos YouTube. Même les miennes, vous n'allez pas devenir bilingue en regardant des vidéos YouTube. Tout ça, ça fait partie de votre méthode de travail, mais c'est pas la méthode en elle-même. Concernant la méthode de travail, il y a deux points que j'aimerais aborder. Déjà,
évitez de vous éparpiller. Je connais des gens qui ont 10 bouquins, 6 applications, 4 carnets de vocabulaire. Waouh, c'est trop. Au début, vous choisissez un bouquin, une application, un site qui soit le plus complet possible et vous y restez. Vous faites le livre jusqu'au bout et après, vous pourrez changer. Évidemment, si vous prenez pas de plaisir à étudier avec cette ressource, alors vous switchez pour quelque chose d'autre, mais ça sert à rien d'en avoir des milliards. Je sais qu'au début, on a envie d'acheter plein de choses, on achète des dizaines de manuels, on met plein de sites en favoris parce qu'on se dit au plus on en a, au mieux on va apprendre, mais c'est pas le cas du tout. Que vous ayez 5 livres de japonais ou un seul, si demain vous vous dites pas je m'y mets, vous n'allez pas vous y mettre. Le pack débutant que je vous conseille, c'est un manuel avec un CD, du coup comme ça va structurer votre apprentissage. Si vous voulez pour le vocabulaire et la grammaire, vous pouvez utiliser Anki, du coup vous allez rentrer des phrases exemples, des formes grammaticales, etc. Si vous n'aimez pas du tout le digital ou que vous n'aimez pas Anki, vous pouvez essayer un cahier ou un classeur que vous allez diviser en plusieurs sections, donc grammaire, vocabulaire, etc. et acheter une ardoise pour pouvoir écrire du coup les mots de vocabulaire ou écrire les formes grammaticales ou vous entraîner à faire des phrases. Le deuxième point, c'est l'erreur de ne pas être régulier. Je sais, on le dit tout le temps, mais étudier 10 minutes par jour seulement, c'est bien mieux que de ne rien faire de la semaine et le dimanche de se mettre à réviser pendant 6 heures d'affilée. C'est pareil, ça sert vraiment à rien de vous mettre des objectifs que vous n'allez jamais réaliser, genre ouais, je vais étudier tous les jours pendant 3 heures si vous savez que vous allez jamais réussir à caser ça dans votre emploi du temps. Au final, vous allez être vraiment déçu de vous-même et vous allez être démotivé, donc ça sert strictement à rien. Soyez patient, faites ça petit à petit mais régulièrement, vous ferez bien plus de progrès et en plus ce sera plus gratifiant. Et enfin la dernière erreur, et ça tombe bien puisqu'on était dans cette période-là il y a pas longtemps, c'est de ne jurer que par le JLPT. Ah, le JLPT. Le JLPT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'examen de japonais qui est le plus connu mondialement. J'ai fait une vidéo à ce sujet. La plupart des méthodes d'apprentissage se concentrent du coup sur cet examen, c'est pourquoi c'est bien, même si vous ne comptez pas le passer, de structurer votre apprentissage en fonction du coup des niveaux de cet examen. C'est un examen qui est bien trop glorifié à mon goût et je sais pas pourquoi, c'est l'objectif numéro 1 de la plupart des apprenants du japonais, même de ceux qui n'en ont pas besoin. Certes, passer le JLPT, et là je parle pour les personnes qui n'en ont pas besoin d'un point de vue académique ni professionnel, ça peut vous permettre de vous donner un objectif et de vous motiver, on est d'accord. Mais l'inconvénient de se concentrer uniquement sur ça, c'est que vous allez finir par voir le japonais comme une matière et non pas comme une langue. Vous finissez par analyser tout et à tout catégoriser en fonction du niveau de JLPT. Genre, ah, pour le niveau intermédiaire, je suis censé maîtriser tel et tel kanji. Mais je vous rappelle que le JLPT ne mesure pas tout et est même parfois très loin de ce qui est nécessaire pour vous faire comprendre en japonais et communiquer. Le japonais, c'est une langue, c'est beaucoup plus naturel que des listes de vocabulaire ou des listes de points de grammaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans tout ce que vous allez consommer en japonais, que ce soit les livres, les animés, etc., vous allez tomber sur de la grammaire qui va du N5 ou N1, en fait, sur toute la grammaire du JLPT. Le fait de se focaliser sur un seul niveau à la fois, ça vous ferme énormément de portes et surtout ça rend votre apprentissage très scolaire. Je suis persuadée que la plupart des apprenants sont des personnes qui veulent simplement communiquer quand ils vont au Japon ou alors sont juste passionnés de la langue. Donc je vois pas pourquoi tout le monde s'efforce d'apprendre le japonais comme s'ils étaient en cours. Le JLPT, ça peut être une bonne motivation, mais ça ne doit pas être une finalité. C'est pas parce que vous n'avez pas l'examen que vous êtes moins bon en japonais qu'une personne qui l'a. Il y a des gens qui ont le niveau N1 et pourtant qui s'en sortent pas du tout à l'oral. Il y a des intermédiaires qui ont un meilleur niveau qu'eux. Il y a des traducteurs officiels, des gens qui travaillent comme interprètes qui n'ont même pas le JLPT. Le JLPT, je l'ai passé, je sais, ça demande quand même du travail, mais au final, ça reste du travail très scolaire. C'est vraiment bachoter plein de notions pour les ressortir à l'examen. Il n'y a pas vraiment de réflexion, en fait. Et encore une fois, c'est pas du tout un examen qui mesure la totalité de vos aptitudes en japonais. Combien d'entre vous, si vous avez déjà passé le JLPT, ne se souviennent même plus de certains points de grammaire qu'ils avaient appris par cœur à l'époque? C'est parce qu'en fait, vous ne les avez pas appris. Au fond, ces notions-là, elles sont pas du tout acquises, en fait. Vous avalez vraiment pour recracher ça à l'examen. Et pour moi, ça doit pas résumer l'apprentissage d'une langue. Bref, passer le JLPT uniquement si ça vous motive et n'oubliez surtout pas de vous amuser en apprenant du japonais. Il n'y a pas de façon toute faite d'apprendre une langue, vos objectifs et ce qui vous anime pour apprendre le japonais est différent, mais j'espère que les petits conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo vous permettront d'y voir plus clair. Merci infiniment pour cette année, ça fait 5 ans que je poste des vidéos sur YouTube et la chaîne continue de grandir doucement mais sûrement. En tout cas, sachez que ça me fait vraiment très plaisir que vous soyez tous là. Je vous souhaite à tous de belles fêtes, une bonne fin d'année et bon courage surtout si vous travaillez. À l'année prochaine sur Tokimeki.